Bienvenue à vous pour cette deuxième partie du DSI Expérience. Et donc nous allons avoir deux tables rondes qui vont se succéder. Et je vais laisser la main à Denis afin qu'il puisse démarrer cette deuxième table ronde. Merci à toi. Merci à toi. Bien, merci d'être là pour cette table ronde sur comment les DSI collaborent avec l'écosystème open source et avec l'open source en général. Je vous propose déjà de vous présenter. Alors on a choisi de se mettre dans le même ordre que les slides, donc il n'y aura pas de jeu pour essayer de savoir qui est qui de votre côté. Eric, je te laisse démarrer. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, bonjour à tous. Donc Eric Audy, je suis adjoint au DSI d'Enedis, en charge des activités opérationnelles, donc le run et le build dans notre langage d'informaticien. Et à ce titre, je suis le sponsor de la démarche open source au sein de la DSI. Monsieur ? Bonjour à tous, Lucien Balea. Je suis directeur adjoint de la R&D chez RTE, Réseau de transport d'électricité. Donc RTE, c'est l'opérateur qui maintient, développe, exploite le réseau haute tension et très haute tension et qui assure aussi, qui a pour mission d'assurer la sécurité d'approvisionnement de façon fiable, économique et puis respectueuse de l'environnement. Et dans le cadre de mes missions, je pilote depuis 2017 la stratégie open source de RTE. Bonjour, Frédéric Novello, donc je suis directeur adjoint du numérique pour le groupe SNCF. Donc la direction numérique du groupe assure une fonction de gouvernance, donc on anime le réseau des DSI des différentes sociétés du groupe. Voilà, et donc parmi mes missions, j'ai entre autres choses l'animation de la démarche open source. Donc mon travail, c'est d'embarquer les DSI du groupe sur ce sujet, ce qui n'est pas une mince affaire. Bon, première question pour poser un peu le débat, c'est de se dire quel rôle a l'open source dans vos organisations, puisque finalement ça fait 20-25 ans que l'open source a commencé à trouver ses lettres de noblesse en France. Donc allons sur la SNCF. Aujourd'hui la SNCF, quelle place de l'open source et avec quel type d'acteurs vous collaborez régulièrement ? Oui, donc effectivement, nous, l'open source, évidemment, comme c'est très vieux, l'open source c'est aussi vieux que Linux peut-être même plus. Ah bon. Voilà. Et donc, on en a fait pendant très très longtemps sans le savoir, comme tout le monde. On a structuré notre démarche il y a une dizaine d'années. Donc, l'élément déclencheur, ça a été notre relation avec certains éditeurs. On avait en particulier un éditeur qui avait une approche commerciale très très agressive. Et donc à ce moment-là, on a décidé de remplacer un certain nombre de nos bases de données par du Postgres SQL. Et donc on s'est lancé. Et à ce moment-là, on a nommé quelqu'un qui est dans l'assistance, là, qui est notre spécialiste open source, Simon Clavier. Et donc Simon a commencé à prendre contact avec les pairs des autres DSI dans les autres grandes entreprises. On s'est rendu compte que finalement, peut-être que la notion de communauté auquel on n'avait pas vraiment pensé pouvait faire sens. Et c'est en fait à ce moment-là qu'on a mis en place l'association TOSIT. Donc on a discuté au début, c'était beaucoup avec la Société Générale, on a parlé avec EDF, Orange, on a nos amis d'Enedis et RTE qui ont aussi rejoint le mouvement. Et ensemble, on a créé TOSIT en 2017. Voilà. Alors nous, à vrai dire, sur l'open source, on est surtout utilisateur d'open source. Donc on s'est organisé pour être des bons utilisateurs d'open source, avec notamment une organisation de support. Je pense qu'on va en parler. La question du support, c'est un point un peu critique, me semble-t-il, même si je ne connais pas bien, je ne suis pas un spécialiste de l'open source, mais il me semble que c'est quand même un point relativement critique. On n'a pas été jusqu'à être vraiment contributeur sur le sujet. Peut-être que d'autres membres de TOSIT sont un poil plus exemplaires que nous sur ce sujet. Mais on a été force de proposition. On a en particulier proposé un produit fait maison qui s'appelle TOC, qui est un bot qu'on utilise beaucoup au sein de la SNCF. Donc à l'intérieur même de la SNCF, on est un peu en quelque sorte dans une démarche open source sur un produit comme ça, puisque ça a été fait par une entité de la SNCF, du groupe SNCF, et tout le monde dans la SNCF peut l'utiliser librement. Donc on est nous-mêmes dans une démarche interne open source. Voilà, donc je dirais que pour nous, l'open source, c'est ça. C'est quand même surtout, avant tout, des produits infrastructure et middleware, un peu comme partout. Et puis un peu quelques essais, dans le monde du logiciel métier.
on en est encore, me semble-t-il, encore au début. On est encore en phase d'apprentissage sur le sujet open source. D'accord. Sur cette place-là, tu dirais quoi? C'est marginal, ça prend une place qui commence à devenir significative dans les problèmes de support. La partie... l'open source en général. L'open source en général, l'open source, ça ne peut pas être marginal. Ça peut pas être marginal. L'open source, il y en a partout. Donc, nous, on fait beaucoup de... Je crois que c'est le chiffre, c'est 76% du code qui est... 76% du code des logiciels, c'est de l'open source, y compris dans les codes éditeurs. Voilà, 96% des codes éditeurs contiennent de l'open source, et à l'intérieur de ces codes-là, on a... Nous, on fait pas mal de développement spécifique, nous, dans le groupe SNCF. Quand on fait du développement spécifique, alors on travaille beaucoup avec des centres de services de développement. Hein. On est en train d'internaliser un peu, mais on a quand même cette tradition. Mais les centres de services sont à fond utilisateurs de l'open source. Forcément, ça va beaucoup plus vite. Donc de toute façon, il y en a. Donc de toute façon, il faut s'organiser pour le maîtriser. Et avec cette question avec cette question du support, qui est fondamentale. Voilà. RTE, quel rôle de l'open source? Alors chez RTE, il y a une petite particularité, c'est que la démarche open source est initiée côté R&D. Et on peut la voir un peu comme une innovation organisationnelle, en fait. Alors même si aujourd'hui, elle englobe notre DSI et notre Operational Technology. Et notre cheminement a été un peu curieux, en fait. Habituellement, de ce qu'on a compris, en tout cas, les entreprises commencent par... structurer l'usage de l'open source, puis ensuite contribuent à des projets open source, puis créent des projets, puis ensuite s'investissent à un rôle stratégique dans les fondations. Et nous, on a fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on était naïfs et on a commencé à se dire, parce qu'on était rentré en contact avec la Linux Foundation, on va créer une fondation dans la verticale énergie. Et c'est ensuite qu'on a découvert ce que ça impliquait. Et en fait, ça a marché, en fait, ça a très bien marché. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on a on a compris à un moment donné que l'open source pouvait être un accélérateur de notre feuille de route digitale qui était nécessaire du fait de l'adaptation de l'entreprise à la transition énergétique. Donc on a une feuille de route logicielle en inflation. Et on était un peu coincé dans notre capacité à délivrer. Et on a vu en fait dans l'open source un accélérateur. Et donc on s'est lancé dans cette démarche en 2017. On a créé la fondation Linux Foundation for Energy. Donc, et on reste impliqué dedans. Moi, je suis toujours président du board de cette fondation. On y a placé des projets. Et d'ailleurs, je fais peut-être un petit aparté sur le retour d'expérience qu'on a du rôle des fondations, qui a été, je pense, assez central dans notre succès. Parce que, d'abord, ça a permis d'apporter un cadre neutre. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est de collaborer, non pas chez RTE, mais dans un cadre neutre qui donne plus confiance. Ensuite, ça a été un gain de temps, parce que plutôt que de réinventer la roue sur des schémas de gouvernance, des règles de fonctionnement, etc., des bonnes pratiques, on a pu s'inspirer de ce qui avait été une réussite dans d'autres secteurs, notamment les télécoms, l'automobile, etc., etc. Et donc, on a commencé par faire copier-coller. Et puis, troisièmement, ça nous a donné aussi une visibilité assez impressionnante, en fait, parce que RTE, entreprise dont le business est essentiellement en France, qui n'est pas une entreprise des IT, a été propulsé assez rapidement sur la scène open source, dans l'écosystème open source international. Et on nous a même des fois comparé à l'AT&T de l'énergie. Alors on est loin d'être à ce niveau-là et avoir ces capacités-là, mais en fait, ce qui a été un peu magique, c'est qu'il y a un onboarding qui est assez intéressant dans l'écosystème open source. C'est-à-dire qu'on peut y aller de façon naïve, dans une logique, alors on travaille beaucoup avec les Californiens, et eux ça leur parle, dans une logique start soon and small and fail fast. C'est-à-dire qu'on essaye, et puis on apprend, et puis l'écosystème est là pour nous aider à grandir en maturité. Voilà. Et puis c'est seulement ensuite qu'ensuite on a travaillé sur d'autres domaines plus classiques, dont on a créé un OSPO en interne. On a ensuite travaillé sur notre dispositif d'achat pour intégrer des clauses qui, de manière... alors, c'est facultatif, mais ça nous permet, lorsqu'il est pertinent, de mener des achats de prestations logicielles en cohérence avec notre politique open source, d'être prescriptif dans ce qu'on achète pour l'utilisation de technologies open source. Voilà, et puis on a travaillé, alors ça c'est un cheminement qui est toujours en cours, mais sur la culture interne, les bonnes pratiques internes, de manière à ce que finalement nos pratiques logicielles, qu'on a démarré petit sur quelques cas, qu'elles puissent passer à l'échelle sur un portefeuille plus large de projets. Donc ça c'est quelque chose qui est en cours, cette transformation culturelle.
Mais voilà, c'est un voyage intéressant. En tout cas, on est content d'être là. Beau voyage. Je pense que nous, côté Enedis, on a commencé un peu dans les mêmes époques. Comme la SNCF, probablement, alors je n'étais pas encore arrivé, mais en réaction au comportement de certains éditeurs. Le même ou pas? Il y a une intersection non vide avec la SNCF, je pense. Et puis ça continue. Hein. Et on a commencé avec une démarche open source first. Donc en gros, on privilégie un choix d'open source par rapport à un logiciel propriétaire ou payant. Mais finalement, on y est allé. Alors, ça a permis à certains open source de pénétrer assez profondément les SI. Hein. Alors, effectivement, autour des bases de données, systèmes d'exploitation, les middleware qui sont autour. Aujourd'hui, on a à peu près 225 briques différentes d'open source qui sont recensées dans notre référentiel applicatif. Et puis, à un moment, mais finalement, pas forcément avec une organisation très, très structurée. C'est-à-dire plutôt des injonctions vis-à-vis des projets applicatifs ou vis-à-vis des responsables des infrastructures. Et on a décidé de passer dans une démarche qu'on appelle plutôt open source ready. Donc Enedis est prêt à embarquer de l'open source avec alors ce qu'on appelle un OSCO chez nous, donc Open Source Center of Excellence, qui est un réseau au sein de la DSI, donc y compris dans les pôles qui développent les applications. On a eu une démarche, effectivement, d'avoir un contrat de support. Je pense qu'on en reparlera parce que c'est un sujet important. Et puis, on a participé à la fondation du TOSIT parce que je pense que très tôt, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas y aller tout seul. Il fallait pouvoir partager avec des pairs, avec des gens dans d'autres métiers, mais qui finalement ont des besoins parfois tout à fait similaires. Et on passe progressivement d'une posture plutôt de consommateur d'open source à une posture où on est à la fois consommateur et puis on commence à produire et à publier. Et pour publier, d'ailleurs, je parlais de structuration de la démarche, il faut embarquer vos juristes parce que c'est pas si simple que ça. Voilà, on a la propriété intellectuelle de nos codes, hein, c'est dans tous nos marchés, parce que nous aussi on sous-traite pas mal de développement. Et finalement, publier dans de bonnes conditions légales pour l'entreprise, ça nécessite d'embarquer les juristes. Et donc on a contribué à l'émergence d'un projet, alors je crois qu'RTE est embarqué aussi, qui s'appelle Hermine, et qui est à la fois un outillage pour détecter, par exemple, que des briques open source ont changé de contrat de licence et que donc si on continue à les utiliser, il faut se méfier, par exemple, ou il faut changer notre posture. Et puis ça a aussi un intérêt, c'est que ça a mis à la fois en relation des gens de l'IT, des entreprises, mais ça a mis les juristes en relation. Et pour eux, pour les juristes, c'est souvent un sujet nouveau quand même. L'open source, c'est pas le truc dans nos entreprises qui ont un métier industriel, par exemple. C'est pas du tout leur tasse de thé habituelle, les contrats de licence open source. Enfin, donc ça a vraiment aidé à structurer la démarche et on commence à publier. Côté Enedis, on a commencé à republier des bouts de code, par exemple complémentaires à des. On a enrichi TOC de la SNCF et puis on l'a republié. Et puis on a commencé à publier récemment, par exemple, de l'outillage qui sert à nos développeurs. Ouais. Alors justement, basculons sur la partie production de code, c'est quelque chose qui est intéressant dans la forme de collaboration que vous avez avec l'écosystème open source. On a parlé de TOC côté SNCF, donc un agent conversationnel qui effectivement trouve son marché par une mise en commun entre les différents acteurs. On a vu la Trunk Data Platform qui a été une initiative poussée par le TOSIT entre EDF et la DGFiP, je crois, de mémoire, pour contrecarrer quelques évolutions et quelques forks non voulus côté éditeur, parce qu'il y a aussi quelques éditeurs open source qui de temps en temps ont tendance à changer de licence et à changer de modèle économique. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de contributions que vous avez faites et d'enseignements au-delà de ça y est, maintenant les juristes sont rois sur les différentes licences et leurs implications? Alors nous, je pense que la plus grosse expérience, c'est un fork d'OpenAM qu'on utilise pour l'authentification. Alors avec les collègues d'EDF sur tout ce qui est usage interne, et puis on a un annuaire pour les externes qui accèdent à nos SI. Et là, il y a un vrai investissement de la DSI d'Enedis, mais aussi d'EDF. Et puis ça a été adopté par d'autres membres du TOSIT pour avoir une version qui reste open source, alors qu'effectivement, il y avait un changement de licensing chez l'éditeur favori, quoi. Donc oui, c'est une de nos plus grosses contributions. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer sur la façon de collaborer avec les autres acteurs qui ont votre taille, mais qui ont forcément des roadmaps et des métiers différents? Ah ben ça passe. Alors maintenant, on connaît très très bien ça dans les méthodes agiles, mais elles sont en déploiement massif finalement depuis quelques années. Mais
effectivement, il y a des questions de priorisation de quelles évolutions on va mettre. Donc, il faut implémenter des cérémonies de priorisation, de choix des user stories ou des macro-fonctions qu'on va vouloir implémenter. Et puis, après, il y a toutes les activités très classiques. Là, je parlais d'un SI qui sert l'authentification, donc il est forcément connecté au SI qu'il dessert. Et donc, les activités d'intégration, de tests de bout en bout et tout ça restent très très similaires à ce qu'on peut faire quand on achète du logiciel propriétaire. D'autres contributions significatives ou des enseignements peut-être côté RTE? Alors, côté RTE, aujourd'hui, on mène 7 projets cœur de métier dans le cadre de la fondation LF Energy. Donc, c'est des projets qui ne vont pas vous parler si vous n'êtes pas dans le domaine de l'industrie électrique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant, en fait, parmi ces 7 projets, alors il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, il y a des projets qui sont venus des RTE. Donc, on a ouvert notre code. Et au départ, la communauté était intégralement composée de développeurs RTE. Et un indicateur de succès qu'on voit aujourd'hui dans cette démarche open source, c'est qu'on sait par exemple qu'il y a 4 acteurs tiers qui ont développé aujourd'hui des offres commerciales ou remporté des marchés sur la base de logiciels que l'on a mis en open source. Donc ça, c'est important pour nous parce que ça veut dire que ces acteurs ont créé une dépendance économique et vont à l'avenir avoir intérêt à travailler avec nous sur ces projets-là. Donc, à titre d'exemple, une société que vous connaissez peut-être parce qu'elle est assez active dans le monde open source, Savoir-faire Linux, a annoncé en juin dernier qu'il développait une offre commerciale autour d'une solution de virtualisation de contrôle commande que l'on a initiée côté RTE. De même, une autre entreprise, alors qui elle ne vient pas du monde open source pour le coup, qui s'appelle Artelis, qui est une société de conseil en optimisation basée à Paris, qui a développé des offres commerciales et remporté des marchés sur la base d'outils de simulation de réseau qui viennent de RTE. Et puis après, il y en a d'autres qui viennent en fait des acteurs traditionnels, des multinationales traditionnelles du monde des technologies électriques, qui sont aussi montés à bord, qui communiquent moins, pour le coup, qui restent un peu plus discrètes et secrètes parce que finalement c'est un changement de business model pour elles, mais on sait que maintenant elles nous ont repris une partie de nos codes, donc ça c'est un indicateur de succès. Il y a une autre typologie de projets dans lesquels en fait ce sont des projets qui ont été mis en open source par des tiers et dans lesquels on est venu prendre un rôle de second plan pour adapter finalement de manière incrémentale ces logiciels à nos besoins. Et c'est un cas de figure très intéressant parce que jusqu'à présent, on en était dans une démarche de ce qu'il y a sur le marché, finalement, ça ne couvre que 80% de mes besoins, donc je vais refaire 100%. Et là, on a un effet de levier phénoménal quand on arrive à reprendre 80% et se dire en faisant 20%, même parfois 10%, je suis capable de répondre à mes besoins. Et ça, donc, on en a dans le domaine de l'énergie. C'est aussi le cas avec TDP, par exemple. TDP, on a pu bénéficier du travail qui avait été fait par, vous l'avez cité, mais par EDF et DGFiP. Et finalement, en un temps relativement court pour nous, c'est-à-dire à partir du moment où on a jeté un coup d'œil dans le code et le moment où c'est arrivé en production pour remplacer une solution de big data obsolète chez nous, il y a eu entre 8 et 10 mois, je vais dire. Et ça, comparé aux autres alternatives qu'on avait sur le papier, c'est allé beaucoup plus vite que ce qu'on connaissait. Et plus efficace et économique. Peut-être rappeler le contexte de TDP et pourquoi ça a été lancé, parce que c'est vrai que ça. Donc, alors, TDP a été d'abord initié par EDF et DGFiP, donc vis-à-vis d'une crainte d'enfermement de la solution Hadoop, qui est une solution open source, mais finalement dans un écosystème mono-éditeur. Et donc ils ont proposé du coup une distribution, faire un fork avec une distribution ouverte. Pour nous, ça venait dans un timing parfait, puisqu'à ce moment-là, finalement, on avait une obsolescence sur un produit propriétaire. On avait contacté effectivement le mono-éditeur, mais il était peut-être un peu gourmand dans sa première approche, et donc du coup, ça nous a convaincus d'explorer cette voie-là qui s'est avérée du payante. Donc, on ne regrette pas ce choix-là. Aujourd'hui, ça marche très bien, et par ailleurs, on a une communauté qui grandit et qui est assez pérenne. Côté contribution, à part TOC, côté SNCF, c'est le début, tu disais ? Oui, c'est un peu le début.
Trunk Data Platform, on envisage de l'utiliser dans certaines parties de la SNCF, donc peut-être que ça sera l'occasion de commencer à être un peu contributeur. Oui, je dirais que, ou alors on contribue, mais alors finalement indirectement, pas via les contrats de support génériques qu'on a. On peut dire que finalement le contractant est un contributeur à qui on délègue ce travail-là, puisqu'il réalise tous les fixes. Les bugs fixes, les security fixes, et aussi des devs. On a un produit, au moins un produit, sur lequel on a demandé à notre prestataire de faire un développement complémentaire. Il s'agit d'un petit ERP qui s'appelle Dolibar. Donc on lui a commandé un développement pour l'adapter à notre contexte. Mais on est beaucoup moins avancé que Lucien, par exemple, avec la démarche qui est engagée au sein de RTE en tant que contributeur. Avant d'embarquer sur le sujet support qui va effectivement probablement être assez intéressant. Je ne vous entends pas beaucoup parler d'éditeurs open source, sauf pour nous expliquer qu'ils changent de licence. Est-ce que les éditeurs open source, pour vous, c'est des éditeurs en termes de collaboration spéciaux, ou finalement, c'est des éditeurs comme les autres qui viennent tous les ans pour augmenter la facture? Alors, on a quelques produits, effectivement, où on est allé chercher un éditeur. Je pense en particulier à un qui... c'est sur une base de données graph et qui publie à la fois son code source, mais aussi le code de requêtage. Enfin, tout est publié en open source. Mais c'est un éditeur classique et par rapport aux fonctions dont on avait besoin, il y a bien un contrat de licence et un contrat de support. Par contre, l'avantage, c'est que les équipes, elles ont pu regarder de très près comment fonctionnait la base de données, vérifier que ça allait bien s'intégrer avec nos outils. Et donc, cette transparence du code voulu par l'éditeur, ça a aussi généré de la confiance dans les équipes avant l'adoption du produit. Et puis, ils ont pu le triturer, parce que la licence de base est vraiment open source, elle est gratuite. Donc, ils ont pu tester facilement et tout. Et puis après, quand on a voulu des fonctions évoluer, on est allé chercher une licence payante. Mais c'est un modèle qui a permis aux équipes de s'approprier le produit avant qu'on l'achète formellement. Oui, de dérisquer, qui était peut-être moins facile. Et on a dérisqué notre démarche. Et puis, à partir du moment où il est open source par rapport à d'autres qui le sont moins ou pas du tout, il y avait une plus grande communauté d'usage de ce produit. Et donc, ça a augmenté la probabilité, par exemple, de trouver des compétences autour de ce produit. Côté RTE ou SNCF, la relation avec éditeur open source, c'est une relation normale éditeur ou il y a des spécificités? Alors, elle est un peu, en tout cas, on cherche à ce qu'elle ait quelques spécificités. Donc, alors la première chose, c'est qu'on ne souhaite pas tout faire en interne et tout internaliser, parce que ça ne serait pas le plus efficace. A contrario, on est assez prudent par rapport aux modèles d'open source qui sont dépendants d'un seul éditeur. Donc, nous, on a vraiment adopté ce modèle de fondation de gouvernance ouverte, mais du coup, dans laquelle on essaye d'embarquer un certain nombre d'acteurs qui vont pouvoir développer des offres commerciales, alors pas seulement que pour RTE, apporter aussi finalement des expertises complémentaires qui ne seraient pas efficaces de développer en interne, et de se dire que finalement, si on a ce cadre un peu ouvert et sain, on pourra être assuré sur le fait qu'on pourra disposer d'un appui externe pour assurer un certain nombre de services, sachant que voilà, nos capacités de développement logiciel restent assez modestes et on a besoin de les focaliser vraiment sur les points qui ont le plus de valeur ajoutée. Donc c'est un peu ce modèle-là qu'on recherche, qui est à la fois dans le fait de s'appuyer sur de la prestation d'éditeurs en étant prescriptif au travers de nos contrats d'achat sur l'open source, mais au-delà de l'open source, même être prescriptif sur les technologies à utiliser pour certaines fonctions, parce que ça permet d'assurer une certaine continuité dans l'intégration, l'interopérabilité, etc. Et puis, en parallèle de ça, profiter aussi de ce cadre-là pour monter aussi des relations un peu plus partenariales, gagnant-gagnant avec ces éditeurs, parce que eux apportent des connaissances et des expertises qu'on n'a pas. Nous, on leur apporte aussi une connaissance de filière qui peut les aider à monter des offres qui vont pouvoir valoriser chez d'autres acteurs qui n'ont pas forcément les capacités internes de RTE et qui vont acheter du clé en main, par exemple. Donc voilà, c'est un peu ça la vision qu'on met en place. Oui, pour compléter, on n'a pas, pas une expérience très forte, très approfondie. Alors
Ce que je voudrais dire, moi, c'est que je pense que c'est une erreur d'opposer de manière trop caricaturale le monde de l'édition logicielle et le monde de l'open source, qui d'ailleurs s'interpénètrent en fait. Et d'ailleurs, il y a du faux. On est confronté à beaucoup d'éditeurs qui s'affichent open source, et on se rend compte que c'est une manœuvre commerciale qui finalement va se transformer en une approche classique. Il y a des avantages à l'open source, il y a des avantages aux approches éditeurs. Un des avantages de travailler avec des éditeurs, c'est la pérennité. C'est qu'ils ont tout intérêt à ce que leurs produits durent le plus longtemps possible, qu'ils soient open source ou pas, en fait. Donc il me semble qu'il faut être assez ouvert. Voilà. Sinon, après, nous, l'approche qu'on a, c'est une approche relativement classique où nos produits open source sont packagés par des distributeurs. Voilà, donc on fait du Ubuntu, par exemple. Bon, voilà. Et puis un jour, effectivement, la relation avec le distributeur peut devenir un peu plus compliquée. Il y a eu le cas avec Hortonworks. Bon, voilà. Il peut y avoir des dérives à ce moment-là. Il faut gérer, réussir à rebondir. Donc, voilà, il me semble que la relation avec les éditeurs, la relation qu'ils soient open source ou pas, c'est une relation d'opportunité qu'il faut savoir remettre en question de temps en temps. Voilà. Alors justement, revenons sur le sujet du support, puisque dans les années 2000, quand l'open source a commencé à rentrer effectivement plutôt dans la filière scientifique et progressivement dans les infrastructures, les DSI de l'époque, je ne parle pas de vous évidemment, se posaient la question de comment je fais pour supporter des logiciels qui, pour la plupart, dans le monde Java ou dans d'autres plateformes de développement, étaient communautaires, avec parfois, on a quelques cas comme ça, bien connu, où un logiciel critique, ou en tout cas au cœur des infrastructures, était développé par une ou deux personnes qui n'en vivaient même pas. Donc se poser la question du support. Vous en êtes où aujourd'hui, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, finalement, j'ai compté, ça fait 18 ans que le premier contrat de support est sorti. C'est un peu une nouveauté française d'ailleurs à l'époque, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de pays dans le monde qui le faisaient. Donc en 2006, il y a eu, initié par la DGFiP, encore elle, les premiers contrats de support. Vous en êtes où, vous, dans vos organisations, sur comment contractualiser? Et j'aimerais entendre dans vos réponses à la fois le côté engagement juridique et qu'est-ce que vous y gagnez, mais aussi la relation avec les sociétés de services, puisque vous êtes des représentants des grands comptes ici, et vous avez à la fois des intégrateurs qui sont des rangs 1 chez vous et qui sont des généralistes et qui développent pour vous. Vous disiez que vous externalisez beaucoup, puis aussi les sociétés plus spécialisées qui se sont spécialisées dans l'open source. Est-ce que ça fait une différence pour vous? Donc le support d'un côté, qu'est-ce que vous gagnez, comment vous contractualisez, puis avec quel type d'acteurs? Alors nous, on a commencé notre premier contrat de support, c'était pas sur un produit open source, mais sur un produit obsolète. Donc on avait besoin c'était sur la base de données Ingres qu'on avait besoin de pérenniser à ce moment-là. Mais bon, assez rapidement, effectivement, on a continué avec d'ailleurs le même prestataire pour assurer le support de nos produits open source d'infrastructure et middleware essentiellement. Voilà, donc on ne peut pas s'en passer, c'est clair. Aujourd'hui, on a quelques dizaines de produits open source, donc plutôt infrastructure middleware, une poignée de produits d'applications métiers, donc qui sont supportés. Ils nous aident également dans la maintenance de nos logiciels qui contiennent des briques open source. Et là aussi, c'est très utile de pouvoir compter sur eux, même si en théorie, on travaille avec des sous-traitants, des centres de services qui nous doivent des produits clés en main, qui nous doivent une certaine garantie sur la qualité de ce qu'ils produisent. À un moment donné, lorsqu'on est confronté à un problème comme Log4j, c'est bien, ok, on peut toujours exiger du centre de service qui traite le sujet. À ce moment-là, c'est quand même bien aussi de pouvoir avoir une tierce partie qui peut nous aider, ne serait-ce qu'à discuter avec le centre de service. Voilà, donc c'est extrêmement utile. C'est en général des contrats avec engagement de service, on a des SLA. Après, il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions sur la gestion purement contractuelle de ce type de service. Parce que c'est compliqué. Ce qu'on leur demande, c'est quand même très compliqué, puisqu'on leur demande d'être capable d'intervenir sur n'importe quoi. Donc il faut s'assurer qu'ils ont des plans de maintien des compétences, discuter avec eux, s'assurer que les nouveaux produits qui sont capables de prendre le relais sur
on prend l'exemple par exemple de produits open source sur lesquels on est confronté à un changement de politique de l'éditeur et donc du coup on est obligé de travailler sur un fork qui reste libre. À ce moment-là, il faut qu'il monte en compétences. Donc on est vraiment dans une relation partenariale, donc un engagement de résultat, oui, mais quand même dans le cadre d'une relation partenariale, ça me paraît un peu indispensable. Et alors, on va dire, première sorte de syllogisme. Premièrement, on a absolument besoin d'un support quand on fait de l'open source, parce que l'open source a beaucoup d'avantages, mais des inconvénients tels que ce qu'on a dit, des éditeurs qui changent de stratégie, donc la fermeture du code. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on a le problème de la pérennité, et on sait quand même qu'on a dans nos bibliothèques pas mal de choses qui ne sont plus maintenues. Donc, si on n'a pas quelqu'un qui peut nous aider à le faire, voilà. Et la deuxième partie du syllogisme, c'est donc de toute façon, on a besoin d'un support parce que l'open source, il y en a partout. Côté RTE, relations contractuelles sur le support Alors, chez RTE, nous sommes moins avancés que nos collègues du TOSIT sur un contrat de support générique. Alors, ça s'explique aussi par le fait qu'on est venu par les logiciels cœur de métier spécialisés. Donc, effectivement, chaque logiciel a sa spécialité. C'est difficile de le faire entrer dans un contrat générique. Et puis, pour ce qui concerne notre infrastructure un peu plus classique, là, nous sommes moins avancés. Alors, il y a eu le cas de TDP, effectivement, mais pour l'instant, en tout cas, la DSI a réussi à gérer le TDP sans nécessité de contrat de support. On y arrivera un jour, certainement, quand on sera plus loin dans notre démarche au niveau des infras. Mais voilà, mais j'ai moins d'expérience à partager que mes collègues sur les sujets. Alors, côté Enedis, je crois qu'on est à notre deuxième contrat de support open source. Donc on a fait un premier, puis après on a refait un appel d'offres. Comme Frédéric, c'est un contrat. Alors c'est un contrat au ticket, et puis on ouvre des tickets incidents. Ou quand on a un problème sur une brique, il y a plus de 200 briques qui sont confiées à cette société. Donc effectivement, ça reste un support plutôt généraliste, et pas forcément pour instruire des problèmes très compliqués, parce que c'est dur d'avoir de la compétence sur autant de briques open source. Et après, il y a un deuxième volet à ce contrat qui intéresse beaucoup les équipes. C'est que ce contrat, il a un volet veille sur l'obsolescence, veille sur les vulnérabilités. Ce qui intéresse beaucoup la direction cyber chez nous, parce que ça veut dire qu'il y a un mécanisme où ils reçoivent des alertes sur, par exemple, des vulnérabilités qui sont apparues dans des modules. Et puis, à travers le contrat, on peut les faire corriger. Et le dernier volet de ce contrat, c'est qu'ils ont une obligation de republier tous les correctifs qu'ils font. Donc c'est notre manière aussi de contribuer à l'évolution des produits. Quand ils clôturent un ticket et qu'ils ont modifié le code, il est republié. Plusieurs des acteurs faisaient remarquer que parfois les niveaux de SLA qui étaient attendus étaient supérieurs à ce que les éditeurs propriétaires proposent. Je ne sais pas si c'était juste une blague ou si voilà. Moi, je connais un éditeur qu'on utilise. Son SLA, c'est le délai d'ouverture du ticket incident. C'est pas très compliqué de faire mieux quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engagement de délai de résolution. Et pourtant, c'est un éditeur qui maîtrise entièrement son code, puisque c'est un logiciel propriétaire. Ok. Relation avec les intégrateurs, pas de différence, grands intégrateurs généralistes et spécialistes pour vous, en termes de support, vous voyez un intérêt à les voir collaborer ou vous travaillez juste avec vos rangs 1 et après ils se débrouillent derrière pour trouver la compétence? Nous, les sociétés qui développent pour nous, en fait, ils sont responsabilisés sur l'applicatif métier qu'ils ont en charge. Après, toutes les briques qu'on utilise, en particulier transverses à toutes les applications, parce qu'elles sont dans les infra ou dans les middleware, ça, effectivement, c'est confié à ce contrat de support dédié à l'open source. Ou c'est confié à l'éditeur qui porte l'offre. Comme je disais tout à l'heure, la base graph, c'est l'éditeur en lui-même qui fait son propre support, même si c'est de l'open source. Okay. Mais les ESN qui développent nos applications métiers, elles sont responsabilisées sur l'application complète et pas sur des briques open source individuelles. Pour conclure, avant de passer aux questions-réponses, on a vu tout à l'heure avec RTE qu'il y avait une dimension métier. Vous avez attaqué par l'open source par une dimension métier. Je crois que dans le transport, vous avez aussi une association qui est en train d'arriver. Est-ce que cette démarche métier, on est en train de la voir arriver dans l'open source en termes de collaboration? Oui. Alors nous, nous ça arrive. Ça arrive. Le levier, finalement, ça a été l'Europe.
C'était l'Europe. C'est-à-dire qu'on a commencé à développer un logiciel dans le cadre d'un projet européen. C'était dans le cadre du plan de relance fret. Le logiciel s'appelle OSRD, Open Source Railway Designer. Et donc, une des conditions, ça a été l'open source. Il y a beaucoup de choses qui sont initiées par l'Europe et qui sont associées à toute la démarche sur les data space aussi, pour lesquelles l'open source devient, en fait, est mandatory. Hein. Et donc, du coup, en fait, finalement, c'est un peu de cette façon qu'on y est arrivé. Donc, en se disant aussi, après tout, qu'est-ce qu'on a à y perdre? On va faire un produit. Il se trouve que c'était le produit en question, il s'est fait dans la partie non concurrentielle du chemin de fer. Parce que le chemin de fer, il y a une partie concurrentielle et une partie non concurrentielle. Hein. Si on prend le groupe SNCF, il y a la partie SNCF Réseau, le gestionnaire d'infra, qui fait le même travail finalement que RTE et Enedis, qui est en monopole. Et puis il y a la partie transport qui, elle, est actuellement complètement ouverte à la concurrence. Bon. Donc mettre des produits en open source, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre un avantage concurrentiel? En l'occurrence, c'était plutôt un produit qui était publié par la partie SNCF Réseau, donc par la partie en monopole. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc, quelle est la bonne façon de créer un espace de coopération? On avait notre expérience TOSIT qui nous apportait beaucoup. C'était vraiment un lieu d'échange, un lieu de coopération. On s'est dit, mais TOSIT avait un côté très orienté sur les briques d'infrastructure, pas tant que ça sur des produits métiers. C'était un truc d'informaticien. Et donc, on s'est dit, peut-être que d'avoir une approche plus marquée métier, ça pourrait être intéressant. Il y a eu des débats pour savoir s'il fallait qu'on rejoigne Linux Foundation ou Eclipse Foundation. Et puis finalement, de proche en proche, on s'est dit qu'on pouvait faire un truc purement ferroviaire. Donc on a discuté avec nos amis allemands, de la Deutsche Bahn, qui étaient très très intéressés par le produit, également par avec les chemins de fer suisses, et aussi avec une association du chemin de fer qui s'appelle l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer. Donc c'est un sigle qui, même en anglais, se prononce de la même manière. Même les Anglais disent Union internationale du chemin de fer, même les anglophones. Et c'est vraiment une organisation mondiale. Le siège est à Paris. Bon. Donc l'UIC, c'est vraiment un endroit où toutes les entreprises ferroviaires du monde ont une tribune et peuvent discuter. Donc on s'est dit, si on monte une association qu'on adosse à l'UIC, c'est vraiment jackpot. Enfin, ça peut être un bon levier pour offrir une tribune à la logique d'open source et de faire en sorte que l'open source puisse être admis comme quelque chose de possible, y compris dans un monde concurrentiel où la concurrence se développe. Voilà. Donc l'association qu'on est en train de créer, on a après notre première réunion de travail, une réunion de board qui est prévue au mois de janvier, c'est Open Rail Association. C'est une fondation, même si le terme... Donc on voudrait que ça fonctionne comme une fondation, avec tous les mécanismes de la fondation. On en attend beaucoup. Alors maintenant qu'on a créé cette association, ça nous permet aussi de parler d'open source dans le board de la SNCF. Alors que TOSIT, c'est pas la peine de parler de TOSIT au patron de la SNCF. Il dit OK, on explique TOSIT, c'est un truc pour faire de la doupe ou pour faire de la base de données. Ça n'intéresse pas beaucoup le président de la SNCF. Quand on lui dit qu'on va faire des produits ferroviaires en coopération, en gérant bien le produit et avec une coopération qui permettra de garantir la pérennité des produits. Bon, voilà, ça se comprend mieux. Hein, et on a même été jusqu'à signer un MOU avec la Deutsche Bahn autour de l'open source. Je pense que donc voilà, donc on s'est pas mal inspiré de LF Energy. Hein, LF Energy a été créé avant qu'on lance Open Rail Foundation. On en est assez content. Je citerai quand même aussi une autre démarche dans laquelle on est. J'ai parlé des data space aujourd'hui. J'ai dit que les data space étaient des environnements dans lesquels l'open source était relativement mandatory. Donc on a créé, nous participons, nous SNCF, un data space qui s'appelle EONAX, qui est le seul data space européen qui fasse à la fois du transport, de la mobilité et du tourisme. Enfin, qui fera, parce qu'il n'existe pas encore tout à fait. Mais bon. Mais disons qu'on va surfer sur la vague des Jeux Olympiques pour le développer.
Voilà, donc c'est un data space qu'on a créé avec là plutôt des sociétés du monde du transport, alors plus largement que le rail bien sûr. Hein. Donc cette fois, donc on est avec ADP, avec Air France KLM, Amadeus, on est aussi avec Renault, avec Accor. Et là, ça, pour nous, ça va être aussi l'occasion d'expérimenter une verticale métier sur l'open source. Passionnant. L'open source touche de plus en plus le métier. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Profitez de la présence de ces 3 DSI pour poser des questions sur comment ils collaborent avec les grands groupes. Je vais me déplacer pour le micro. Petite salle, mais... Merci. Alors, ma question, c'est un peu plus large que le périmètre de cette conférence. Vous êtes tous les 3 des industriels. Là, on a beaucoup parlé d'infrastructures et de logiciels métiers, mais dans vos industries, à tous les 3, quelle est la pénétration de l'open source dans la dimension vraiment industrielle de ce que font vos entreprises? Au sens machine, automatisme, oui, embarqué, par exemple, oui. Et est-ce que c'est quelque chose qui se développe ou est-ce qu'on reste sur du Alors moi je peux répondre que alors l'industriel, qu'est-ce que c'est que l'industriel? Quelle est la différence entre un logiciel métier et un logiciel industriel? Pas complètement évident. Hein. Open Source Railway Designer, c'est un logiciel qui permet de simuler la circulation des trains sur le réseau ferré. Bon, c'est quand même assez industriel, hein, d'une certaine façon. Donc voilà, on a un début d'application d'open source à un domaine industriel. Voilà, la grosse question qui va se poser, moi je pense là, c'est une question hyper intéressante parce que pourquoi la chaîne industrielle, c'est normalement ce qui nous permet de nous différencier de nos concurrents. Voilà, donc jusqu'à quel point est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à mettre en œuvre des produits open source, à développer des produits open source qu'on rend public, qu'on libère, si ces produits font partie de nos facteurs de différenciation. Voilà, c'est la question. Hein. Pour nous, c'est une question ouverte et c'est en fait le principal frein qu'on a aujourd'hui au déploiement de l'open source au sein de la SNCF. C'est que les gens se disent non, on ne peut pas aller dans l'open source parce qu'on va perdre nos avantages concurrentiels. Et moi, je leur dis, est-ce que vous êtes sûr que votre produit que vous avez développé dans un garage, que vous avez fait avec votre petite main, est-ce que vous êtes sûr que votre produit, c'est vraiment ce produit qui vous apporte un avantage concurrentiel et pas plutôt l'usage que vous êtes capable d'en faire? Et au contraire, la pérennité de votre produit, est-ce qu'elle ne sera pas plutôt garantie si vous réussissez à vous appuyer sur une communauté de gens qui peuvent être vos concurrents, mais au moins vous améliorez la robustesse de votre outil industriel. Voilà. C'est ça le genre de débat qu'on peut avoir sur l'application de l'open source au monde industriel. Alors chez RTE, si on regarde en relatif, effectivement, le nombre de projets industriels open source par rapport au nombre total de projets est aujourd'hui minoritaire, mais il est en forte croissance et surtout, il se développe sur des sujets vraiment d'innovation, cœur de métier, clé pour la transformation de l'entreprise. Et je peux en citer un par exemple. Un des projets open source que l'on a aujourd'hui porte sur la virtualisation des systèmes de contrôle-commande du réseau. Donc, ce sont des systèmes qu'on achetait traditionnellement sous forme d'équipement des boîtes auprès d'industriels du transport et de la distribution en électricité et qui ne se réjouissaient pas vraiment de notre stratégie de vouloir transformer ça en logiciel et déployer ça sous forme virtualisée puisque finalement ça remettait en cause une activité établie. Et au travers de collaborations open source, finalement, on a réussi à être, et alors aussi dans le cadre d'une fondation, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas seulement RTE qui parle, c'est RTE avec tout un écosystème potentiel. On a réussi à faire bouger des grandes multinationales autour de ce projet de virtualisation. On a pu démontrer que techniquement, ça fonctionne. Aujourd'hui, elles se préparent pour montrer des offres commerciales. Et ça, c'est un sujet de transformation que l'on n'aurait pas su faire dans une relation client-fournisseur classique. Et par ailleurs, ça nous a aussi ouvert des connexions. Donc, par exemple, on discute avec des manufacturiers de CPU ou des personnes du
du projet du kernel Linux sur oui, mais quels sont vos besoins à long terme, etc. Donc on commence à avoir même des discussions avec des sous-traitants de niveau peut-être 3, 4 par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Et ça permet des transformations industrielles qui sont quand même très difficiles à mener au travers de contrats d'achat où on est juste un petit acheteur dans une masse mondiale. Côté Enedis, je n'ai pas connaissance de projets open source dans le domaine du SI industriel. Je sais que l'open source est en train de pénétrer le domaine de la R&D, donc avec des coopérations académiques ou R&D et qui aboutissent à des publications open source, y compris par exemple de modèles de données. Voilà, donc, et d'ailleurs, ils rencontrent le même souci que dans le SI classique, c'est qu'il y a des gens qui essaient de s'approprier ces modèles open source pour les privatiser. Donc, j'ai eu un appel du directeur de la R&D d'Enedis qui me dit comment vous faites dans le domaine du logiciel. Parce que nous, il y en a qui sont en train de mettre la main sur des modèles de données développés par des coopérations entre chercheurs. Donc, on voit que... alors nous, si on voulait coopérer sur des SI industriels open source, il faudrait qu'on passe à l'échelle européenne, en fait, puisque comme on couvre 95% du territoire français, en fait, on n'a pas beaucoup de partenaires possibles en France. Donc, il faudrait qu'on monte effectivement comme RTE ou la SNCF sur une échelle européenne. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Merci à vous, merci aux intervenants. Merci à vous.